Monsieur Djoubaté, Monsieur Gassama, Madame Sissoko, bonjour. Donc, comme je vous le disais, nous sommes là pour parler du développement des chaînes de valeur agricoles, de la création d'emplois décents, mais plus spécifiquement dans le cadre de la Haute-Guinée. Donc, Monsieur Djoubaté, vous êtes inspecteur général de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, c'est bien cela? Oui, c'est ça. C'est bien cela? Oui, parfait. oui. Votre micro fonctionne correctement? Ok. Parfait. Donc, Monsieur Djoubaté, Oui. le secteur agricole est l'une des grandes priorités du président de la République de Guinée. Dès sa prise de fonction, il a clairement exprimé son ambition de transformer la Guinée en une nation autosuffisante et capable de vivre du potentiel de l'agriculture. Est-ce que vous pourriez nous dire, à ce jour, quelles sont les principales avancées du gouvernement en ce sens? Comment les politiques mises en place bénéficient-elles aux producteurs, aux PME, aux PMU, aux PMI d'une région telle que la Haute-Guinée? Merci bien. Merci. Et permettez-moi d'abord de remercier les organisateurs de salon. Je remercie d'abord les organisateurs de salon et je remercie la PIP qui est co-organisatrice et tout le secteur privé. Comme vous le sentez, le ministère de l'Industrie assume la tutelle de toute l'industrie guinéenne et des petites et moyennes entreprises, sans distinction, qu'elles soient des PME dans le secteur des BTP, de la mine, de l'agriculture, etc. Donc, pour revenir à votre question, M. Sako, je dirais que le gouvernement de la Troisième République a procédé à une analyse systématique de la situation économique de notre pays. Dès l'avènement de ce gouvernement à la majorité supérieure de notre pays. Après cette analyse systématique, le gouvernement constate qu'il faut mettre sur place un vaste programme de réforme. Il fallait mettre sur place un vaste programme de réforme pour améliorer l'environnement des affaires. L'OPIP, qui était placé sous la tutelle du ministère de l'Industrie et des PME, a été érigé en une agence, aujourd'hui qui devient APIP. Et après, il y a eu la formation d'une commission interministérielle qui regroupait le ministère de l'Industrie et des PME à travers l'APIP, le ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme d'alors, le ministère du Budget à travers ses services techniques, c'est-à-dire la Direction générale des douanes et la Direction nationale des impôts, le ministère de l'économie et des finances, etc., pour essayer d'engager ces réformes. Donc, cette commission a travaillé durant 2 ans pour essayer d'élaborer certains textes relatifs aux réformes engagées par le gouvernement. Dans ces réformes, vous alliez constater qu'il y avait facilité aux entreprises avoir accès à l'énergie, faciliter l'implantation des unités industrielles et faciliter la protection de l'investissement et des investisseurs, connaissant les pratiques des républiques passées, c'est-à-dire l'arnaque, l'harcèlement, et aussi assurer le commerce transfrontalier. Donc il y a beaucoup d'autres réformes qui ont été engagées que je ne vais pas citer, mais peut-être au cours des débats, nous allons essayer de les voir. Ça, c'était le premier point. D'accord. Parce que vous demandez des avancées. Maintenant, le deuxième facteur, il fallait essayer d'institutionnaliser. Donc, il y a eu la création d'un conseil présidentiel de l'investissement. Et pour donner beaucoup plus de valeur à cette agence qui est APIP, qui définissait ou qui caractérisait la vitrine de l'investissement en Guinée,
on a essayé d'envoyer cette agence au niveau de la présidence aujourd'hui. Alors, troisième facteur, nous, ministère de l'Industrie et des petites et moyennes entreprises, on a bénéficié d'une nouvelle nomenclature qui était non seulement l'industrie, PME, promotion du secteur privé. C'est ainsi que le gouvernement a demandé à notre ministère de procéder à l'élaboration de certains textes réglementaires favorisant l'investissement direct comme indirect. C'est ainsi que le ministère de l'Industrie a essayé d'élaborer la lettre de politique nationale des petites et moyennes entreprises. Aujourd'hui, cette lettre, elle est adoptée et promulguée par Monsieur le Président de la République. On a aussi engagé l'élaboration de la charte nationale des PME. C'est ce qui fait que je suis accompagné par un haut cadre de la Direction nationale des PME. Nous avons essayé aussi de participer à l'élaboration du contenu local. Vous avez beaucoup de hauts cadres qui savent le contenu local, quel est l'impact socio-économique de ce contenu local aujourd'hui. À l'heure actuelle, nous sommes en train d'élaborer, à travers le programme pays de l'ONUDI, la lettre de politique nationale de l'industrie. Et on a aussi essayé d'élaborer un autre texte pour la qualité des produits made in Guinée. Et c'est ce qui fait que vous verrez que je suis accompagné personnellement par monsieur le conseiller chargé de qualité et de l'innovation. Pour ne pas abuser des instants précieux des uns et des autres, et je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental, le département, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a élaboré un nouveau code des investissements qui est présentement, nous sommes en train de corriger présentement ce code des investissements qui accorde tous les avantages liés aux investissements en République de Guinée. C'est ce qui fait que nous avons des textes qu'on appelle en français facile exonération. Cette exonération n'est autre que accorder une taxe douanière la plus faible pour que ces investisseurs peuvent investir en Guinée. Celui qui bénéficie de cet arrêté dans la zone spéciale qu'on appelle zone A de Conakry, il a 3 ans d'importer tous les équipements qui entrent principalement dans son investissement avec une taxe douanière minimisée. Si c'est les zones B comme Cancan, on peut accorder 5 ans d'exonération. Voilà certaines avancées fondamentales pour ce gouvernement. Alors, merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général. Donc, on note plusieurs réformes, parmi lesquelles on peut compter, comme vous l'avez dit, la Charte nationale des PME, la lettre de politique des PME, c'est bien cela, la lettre de politique également de l'industrie qui est en cours, la création du conseil des investissements à la présidence et plusieurs autres réformes qui sont en cours. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général. Oui, nous reviendrons vers la fin où nous allons parler plus précisément du fonds de développement de l'industrie. Nous y reviendrons. Avant de parler des hautes autorités des zones économiques spéciales, nous allons donner la parole à une jeune entrepreneur, donc à une personne qui est sur le terrain. Il y a eu de nombreuses réformes ces années. Nous allons lui donner la parole afin de connaître ses réalités, voir comment ces réformes s'exécutent, sont mises en œuvre, comment elles sont vécues. Donc, Madame Sissoko, vous êtes entrepreneur, vous êtes gérante de Fatou et Kadija, c'est bien cela? Pourriez-vous succinctement nous présenter votre entreprise? Depuis quand elle existe et que fait-elle? Avant de continuer. Bonjour tout le monde, je suis Sissoko Fatoumata. Plus fort s'il vous plaît. Rapprochez-vous du micro ou rapprochez le micro et parlez un peu plus fort. Je suis Sissoko Fatoumata, je suis co-gérante de l'entreprise Fatou et Kadija. Nous sommes spécialisés dans le séchage de fruits et légumes à Kindia. L'aventure Fatou et Kadija a commencé en 2013. Quand j'ai fini mes études en 2012, je suis allée dans l'exploitation agricole de ma mère, parce que ma mère a une exploitation agricole de 72 hectares à Kindia, dans la sous-préfecture de Samaya.
Nous travaillons là-bas l'ananas et l'huile de palme en majorité. Maintenant, je suis allée en 2013 et j'ai remarqué qu'elle avait beaucoup de pertes post-récolte. Et moi, étant comptable de profession, j'ai dit qu'il fallait que je lui apporte un plus en récupérant toutes les pertes post-récolte là. C'est de là qu'il m'est venu de créer une entreprise dans la transformation agroalimentaire, déjà pour réduire les pertes post-récolte, mais aussi pour ouvrir un marché qui n'existait pas encore en Guinée. À travers mes remarques et mes recherches, j'ai trouvé que le séchage était un procédé de transformation assez efficace dans la conservation des fruits et légumes. C'est de là que j'ai mis en place une unité de séchage et j'ai commencé à produire. Mon produit phare, c'est l'ananas séché de la variété Baronne de Guinée, qui est une variété spécifique à la Guinée, qui est actuellement retenue en identification géographique protégée. D'accord, merci beaucoup. Donc vous avez une entreprise de transformation de fruits qui existe depuis 2014. 2014. Elle a été formalisée en 2014. Elle a été formalisée en 2014. Alors dites-nous plutôt, une jeune entrepreneur comme vous, quels sont les soutiens, les appuis dont vous avez bénéficié afin de créer cette entreprise au début, du début jusqu'à maintenant, aussi bien du secteur privé que du gouvernement? Comment avez-vous bénéficié des différentes réformes, si vous en avez bénéficié, que M. Dubaté a exposé tout à l'heure? Et en général, quels sont les soutiens et les appuis dont vous avez bénéficié? Et quels ont été les obstacles également? Au tout début, le soutien était juste familial, c'était la famille que j'avais comme soutien. Mais à partir de 2017, j'ai été soutenue par l'initiative présidentielle dans l'autonomisation de la femme. L'initiative présidentielle du gouvernement en place qui contribuait à l'autonomisation de la femme, la femme rurale en particulier. Et là, ils m'ont fait participer à plusieurs foires et expositions à l'extérieur pour faire la promotion de mes produits. Mais aussi, j'ai bénéficié de l'appui du programme WAP de la Banque mondiale dans la dotation de mon unité d'une unité industrielle, un séchoir électrique de capacité 5 tonnes de produits en 2019 là, qui a permis d'augmenter ma capacité de production. Parfait. Donc vous avez bénéficié aussi bien d'appui du secteur public à travers l'initiative présidentielle que du secteur privé, le programme WAP de la Banque mondiale. Oui. Merci beaucoup. Nous allons revenir à vous. Nous allons passer au directeur général Gassama. Monsieur le directeur général, bonjour. Donc en 2018, le président de la République a signé le décret instituant l'autorité de développement et d'administration des zones économiques spéciales qui comprendront donc des zones économiques spéciales de transformation industrielle. Donc ces zones sont appelées à développer des infrastructures dans des enclaves territoriales en vue de leur transformation économique. Pourriez-vous, succinctement en quelques mots, même si j'ai fait une brève introduction, nous dire le pourquoi? Pourquoi ces zones? Pourquoi avoir décidé de créer une autorité? Pourquoi? Quels en seront les bienfaits? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous parler de cela? Oui, bien entendu. Merci beaucoup déjà de m'avoir invité. Je crois que c'est la deuxième fois que je reviens à Cancan. Désolé. J'étais là il y a à peu près, il y a à peu près un an, lorsqu'on préparait le programme de développement des zones spéciales de transformation agricole. Donc, l'autorité de développement des zones économiques spéciales a été créée en réalité beaucoup plus à la demande du secteur privé national et international. Parce que nous vous prions de nous excuser pour ces quelques soucis techniques. Merci. Alors, on s'est rendu compte que, par exemple, sur le secteur agricole... Allez-y, oui, allez-y, je pense que les techniciens vont rapidement résoudre cela. Ok. Donc, dans le secteur agricole, par exemple, je vous donne un exemple très simple. La Guinée, chaque année, importe environ...
que j'aille de l'autre. Là? Là? Ou là? Allô? Ok. Oui, c'est bon? Ouais, je crois que c'est bon. Ça ne sera pas long. Un, deux. Mon micro également, s'il vous plaît. Réactivez mon micro, s'il vous plaît. Un, deux, un, deux. Technicien, merci beaucoup. Nous vous prions de nous excuser pour ce contretemps technique. Comme vous le voyez, nous parlons d'entrepreneuriat et nous vivons ici l'entrepreneuriat, la gestion des imprévus. Donc c'est normal. Absolument. Merci. Monsieur le directeur général. Voilà, donc je disais que l'une des raisons pour lesquelles le président de la République a décidé de lancer le programme de développement des zones spéciales de transformation agro-industrielle tient également à l'importation des produits agroalimentaires du pays. La Guinée importe chaque année à peu près environ 750 millions de dollars de produits alimentaires. Alors que, comme l'a rappelé tout à l'heure Monsieur le Premier ministre, nous avons plus de 6 millions de terres arables, nous avons l'eau en abondance et nous avons des bras valides qui sont prêts à travailler la terre. Donc pour inverser cette tendance, il a décidé, en collaboration avec les bailleurs institutionnels, dont le leader est la Banque africaine de développement, de lancer ce programme pour permettre à la Guinée de pouvoir produire son alimentation et au-delà de pouvoir conquérir les marchés internationaux à travers justement la dynamique de ces entreprises privées agro-industrielles qui seront en fait promues, développées à travers le programme de développement des zones économiques spéciales. Donc, alors peut-être que je voudrais juste définir un tout petit peu ce que va être une zone économique spéciale et ce que est également une zone spéciale de transformation agro-industrielle. Alors, comme vous le savez, hein, nous avons par exemple ici, si je prends la région de Kankan, il y a beaucoup de mangues. La plupart de nos mangues finissent peut-être à Bamako, sont transformées, exportées à l'étranger, made in Mali. L'idée, c'est de dire, OK, au lieu que vous preniez nos produits bruts, vous les exportez chez vous pour aller les transformer, on va créer un espace physique dans lequel on va installer toutes les infrastructures dont vous avez besoin, que vous utilisez par exemple dans vos différents pays. On va mettre en place des incitations pour vous attirer dans ces zones-là, d'où on parle de zone. C'est un espace géographique, économique parce que le backbone du développement de la zone va être basé essentiellement sur l'économie. Où seront situées ces zones? Pardon? Où seront situées dans les prévisions? Où seront situées en Guinée ces zones? Alors, comme d'habitude, le président est toujours beaucoup plus pressé que tout le monde, et il a raison. Il a, en 2017, pris un décret pour dire que la première zone pilote en Guinée sera à Boké. Et que, je ne sais pas par quelle méthode, en fait, il est parvenu à ce que Kankan également soit dans les starting blocks
Ok, là je crois que je vais peut-être parler un peu plus fort. Je vais m'éloigner un peu du micro. Je pense pas que ce soit lié. Je pense pas que ce soit lié à votre proximité. Allez-y. Ok. Je pense pas que ce soit lié à votre proximité du micro. Donc, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous allons dire au revoir au Premier ministre, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci. Nous tenons à remercier encore Son Excellence, Monsieur le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, pour son soutien à cette initiative depuis les tout débuts. Nous allons rester concentrés, s'il vous plaît, pour ne pas perturber le panel en cours, le temps que la délégation s'en aille. Merci. Donc, vous pouvez reprendre place. Nous disions, donc justement, je posais la question, où seront situées ces zones? Vous nous expliquez, vous nous étiez en train de nous dire où? Voilà. Donc, en fait, donc le décret 2017... Vous pouvez vous approcher. Ok. Suite à une étude d'évaluation, à une étude de préévaluation, commandée auprès d'un cabinet singapourien, parce que ce sont les spécialistes en développement de zones économiques spéciales, il y a eu une évaluation du territoire pour voir quelle serait la zone la plus propice pour implanter une zone économique spéciale qui nous permettrait d'entamer, en tout cas d'amorcer une réussite dès le départ. Et Bokeh a été sélectionné donc, par ces experts-là qui l'ont recommandé. Donc en 2017, le président a pris un décret pour instituer la zone économique spéciale de Bokeh. Dans le courant de ce développement, il y a eu l'initiative présidentielle dans le secteur agricole avec la Banque africaine de développement qui avait un programme de nourrir l'Afrique et qui s'est trouvé en cohérence avec l'agenda du président, le programme du président. Il a dit, OK, étant donné que la majorité de ma population, à peu près un peu plus de 72% de la population guinéenne, est dans l'activité agroalimentaire, il a demandé à ce que les zones de transformation agricole prônées par la BAD soient installées dans les zones spéciales, en fait dans les zones économiques spéciales. D'où le concept de zone spéciale de transformation agro-industrielle, que la BAD a fini d'ailleurs par adopter parce qu'il y avait un sens économique à cela. Donc du coup, il leur a demandé 10 zones spéciales de transformation agro-industrielle, qu'on appelle également des agropoles. Il voulait installer sur le territoire national 10 agropoles et en même temps amorcer peut-être le développement aussi des zones économiques spéciales à partir de ces zones, à partir de ces agropoles-là. Donc là, il a demandé 10 agropoles. Alors la BAD a dit non, on va essayer de démarrer, Monsieur le Président, par un agropole. On va faire un pilote pour voir, parce que la Guinée ne l'a jamais fait, pour voir comment ça va fonctionner. Et on va essayer de faire ça à Bokeh. Il a dit, OK, Bokeh, il y a un sens économique de faire une zone économique spéciale parce que vous avez les miniers qui peuvent servir de levier pour développer même l'agriculture et d'autres secteurs économiques. Par contre, à Kankan, c'est l'une des régions agricoles par excellence. Et donc, je voudrais un agropole également à Kankan. C'est là que pour la première fois, je crois, dans un projet, que des porteurs du projet ont créé 2 pilotes. Donc parfois, souvent, quand on parle de 2 pilotes, les gens rigolent un peu, parce que toujours on passe sur une pilote. En fait, on part toujours sur un pilote. Donc c'est comme ça que la zone spéciale de développement pour les agropoles de Kankan est née. D'accord. Voilà. Monsieur le directeur général, nous allons revenir au cas spécifique de Kankan tout à l'heure. Oui. Parce que nous sommes ici avec des Kankanais et je présume que c'est Kankan qui les intéresse. Nous allons revenir à Kankan plus précisément. Mais avant cela, je reviens à vous, Monsieur Djoubaté. Le gouvernement a récemment créé le FODIP,
le Fonds de développement pour la industriel, c'est bien cela? Et des PME, oui. Pourriez-vous rapidement nous présenter le FODIP, nous dire quelles sont ses missions, s'il vous plaît, et comment le FODIP compte contribuer à l'accompagnement de l'agro-industrie? Merci. Alors, suite à la nouvelle structure gouvernementale, le ministère a été institué avec une nomination du ministère de l'Industrie et des PME. Et on a bénéficié d'un décret numéro 167 créant les différents services techniques du ministère, dont FODIP et AGESPI. Ce sont de nouvelles entités qui viennent d'être créées par le décret D167. FODIP veut dire quoi? Fonds pour le développement de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Ce fonds a été créé effectivement pour résoudre le problème des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a déjà, à l'heure actuelle, un programme de renforcement des capacités des entrepreneurs ou des entreprises à travers un premier projet qu'on a appelé PAPME, projet d'appui aux petites et moyennes entreprises, qui a été financé par la Banque mondiale à la hauteur de 20 millions de dollars. Alors, on a constaté que les pays africains se sont mis dans un costume de quémandeur. Pourquoi ne pas créer un fonds où le BND peut contribuer, et si on a d'autres mobilisations de ressources, nous pouvons faire face aux problèmes des entrepreneurs. Donc c'est dans ce cadre que ce fonds a été créé. Et comment ce fonds fonctionne? C'est très simple, comme vous l'entendez, nous avons des ressources locales comme les ressources qui peuvent être mobilisées à partir des partenaires techniques ou financiers. Et une fois que nous avons ce fonds, parce que c'est une nouvelle entité, nous allons essayer de définir les critères d'accès au financement. Et si les entrepreneurs aussi méritent une formation, parce que, laissez-moi vous dire, avec tout le respect que j'ai pour nos entrepreneurs, nous avons des entreprises, M. Sako, qui ne peuvent même pas faire le bilan d'ouverture de leur entreprise. Nous avons des entreprises qui ne peuvent même pas formuler une demande, même si tu viens de la Sorbonne, mais c'est une formule de faire une demande d'accès au financement tout en respectant les critères d'accès au financement. Donc, il faut que le fonds soit là pour les former et les accorder un appui. Voilà en gros comment ce fonds fonctionne. Concrètement, si Mme Sissoko aujourd'hui, ou n'importe quel agro-entrepreneur dans la salle, veut bénéficier de l'appui de ce fonds, que doit-il faire? Très bien. Ça, c'est votre rôle. Parce que nous avons constaté que nos entrepreneurs ne sont même pas informés de ce qui se passe dans leur pays. On a fait une enquête en ma qualité d'inspecteur général. Une investigation, on a trouvé qu'il y avait même 6 millions de dollars logés dans les banques primaires et plus de 1 million de dollars à la Banque centrale pour les PME. Sur 100 PME, il y avait à peine 3 qui connaissaient l'existence de ces fonds. Donc, alors, je dirais aux entrepreneurs représentés par madame qui est devant moi qu'il faut d'abord, premier critère, être répertorié dans le répertoire de la Direction nationale des petites et moyennes entreprises. Si nous devons vous aider, il faut que nous soyons convaincus que vous existez. D'accord. Et où se trouve cette direction? Très bien, cette direction se trouve effectivement, elle est au ministère de l'Industrie et des PME. Je viens de dire que je suis même accompagné par un haut cadre de cette direction. D'accord. Et ici à Cancan, ça c'est à Conakry? Très bien, on a des démembrements. Le ministère étant à Conakry, nous avons une inspection régionale des petites et moyennes entreprises et de l'industrie. Toutes les entreprises locales peuvent se faire recenser au niveau de l'inspection régionale de Cancan, qui regroupe Sigiri, Kouroussa et Mandiana, Kerouani. D'accord. Voilà. Donc, première étape, aller s'inscrire à l'inspection régionale. Très bien. Afin d'avoir accès au... Pour être dans le répertoire. Pour être dans le répertoire. Après, maintenant, vous êtes identifié et répertorié à la Direction nationale des PME et vous êtes informé de tous les projets qui peuvent aujourd'hui
appuyer ces PME. Parfait. D'abord, je serai même, ce n'est pas une indiscrétion, madame, je vous informe que maintenant, et Dieu fait que, comme vous le dites, moi-même je suis un fils de Cancan, mais je suis le président d'une commission nationale pour le recrutement de la coordination d'un nouveau projet qui vient de bénéficier 30 millions de dollars. Ce projet s'appelle Précop. Ça veut dire quoi, Précop? Ça, c'est un projet pour renforcer la compétitivité des entreprises, pour qu'une entreprise de Cancan puisse se comparer à une entreprise ivoirienne comme sénégalaise. Et on a 30 millions. Heureusement, et ce projet a des composantes pour accès au financement. D'accord. Et dans ce projet, c'est avec fierté, Cancan est retenu pour la construction de CAPME, ça veut dire Centre d'appui aux PME. D'accord, parfait. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Madame Sissoko, pour revenir à vous. Actuellement, donc, ça fait 6 ans que votre entreprise existe. Vous avez eu accès à des financements de la Banque mondiale, à des financements de l'initiative présidentielle. Quels sont les défis désormais auxquels vous faites face? Est-ce que ce sont des défis commerciaux, de distribution ou encore de financement? À quels défis faites-vous face actuellement? Allez-y. Une seconde. Le micro, s'il vous plaît. Allô? C'est bon. Comme l'a dit le monsieur de l'industrie, on est confronté au problème de professionnalisation dans nos activités. Parce qu'on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'est vrai, on n'a pas suivi une formation, c'est par passion qu'on est rentré dedans. Alors, on court de formation en formation, mais on a besoin vraiment de formation dans la gestion d'entreprise. Et l'autre problème, c'est le problème de certification de nos produits. Parce qu'on a des matières premières de qualité, on fait de la transformation de qualité, qu'on pense être de qualité, parce que quand on va sur le marché international, on nous dit qu'il y a de la qualité qui manque, mais on a besoin que les structures de contrôle de qualité et de certification viennent en appui aux petites et moyennes entreprises qui évoluent dans la transformation agroalimentaire. Ça, c'est dû à la base parce qu'on n'a pas l'information, on ne connaît pas quelle est la demande ou bien les exigences des marchés qu'on est en train de cibler. On crée un produit, on le met sur le marché, après on voit qu'il ne répond pas aux critères du marché. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui nous freine. Et il y a aussi le problème de financement parce que étant une micro-entreprise, on a besoin de s'agrandir, d'augmenter notre capacité de production. C'est vrai que j'ai bénéficié d'un séchoir électrique, mais la transition entre le séchoir que j'utilisais et le nouveau séchoir est un peu difficile parce qu'il y a plus de charges, il y a plus de choses qui rentrent en compte parce que la capacité a augmenté. Alors c'est un peu les quelques problèmes auxquels l'entreprise Fatou et Kadija est confrontée et la majeure partie des entreprises qui évoluent dans ce secteur aussi. Merci beaucoup Fatou, merci d'entendre ces quelques défis qui s'inscrivent au fait, ce sont d'après ce que je vois, ce sont des problématiques et les solutions que M. Djoubaté a proposées tout à l'heure viennent directement répondre à ces problématiques. Alors je pense qu'on peut voir que les solutions sont de plus en plus là. Alors je crois que c'est tout simplement maintenant une question de communication, de relayer l'information, les bonnes informations aux bonnes personnes. Donc Fatou, je te présente aujourd'hui M. Djoubaté. Je suis enchantée. Et je présente à tous les agro-entrepreneurs dans la salle, M. Djoubaté qui représente le ministère de l'Industrie et des PME. Des solutions existent. N'hésitez pas à faire, en attendant que l'information vienne vers vous, n'hésitez pas à faire la démarche également pour aller chercher l'information. Parce que comme il l'a dit, il y a 6 millions de dollars, 6 millions plus 1, je ne sais plus où et où, mais il y a des millions de dollars dans les banques. Il suffit tout simplement de les décaisser, d'aller chercher cela. Maintenant, avant de terminer, revenons-en aux zones économiques spéciales. Monsieur le directeur général, comme je vous disais, nous allons nous intéresser à la zone économique spéciale de Cancan. De manière concrète, que faudrait-il afin que cette zone économique spéciale,
qui permettra l'essor de l'agriculture à Cancan puisse voir le jour. Comment les personnes ici présentes peuvent contribuer si elles le peuvent? Que faut-il en quelques mots? Quelles sont les conditions? Alors, je voudrais juste peut-être apporter une précision. Hein. Oui. Donc, comme je le disais, Cancan va bénéficier dans un premier temps, au démarrage, d'une zone spéciale de transformation agro-industrielle. D'accord. Qui sera également une zone spéciale aussi. Maintenant, nous avons commencé, comme je vous le disais, il y a un an, on était là, avec une mission de la Banque africaine de développement, avec l'administration guinéenne, lorsqu'on préparait le projet, où il y a eu les membres du secteur privé qui ont été associés, la Chambre d'agriculture, certaines coopératives, la société civile, qui ont participé à la définition de la stratégie dès le départ. Et cette démarche-là, nous comptons poursuivre cela. Je crois que récemment, un premier financement a été accordé par la Banque africaine de développement, qui s'élève à peu près environ à 16 millions de dollars. Et ce financement rentre dans le cadre d'un premier... Donc ce financement va être commencé en fait à décaisser dans cette année-là pour poursuivre la préparation de l'émergence de la zone spéciale de transformation agricole de Cancan également. D'accord, excusez-moi. Donc nous avons mis en place un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes et durant tout le processus, nous allons continuer à prendre les besoins, à faire un diagnostic de la situation pour pouvoir les intégrer de plus en plus et pouvoir répondre à leurs besoins. Parce qu'en réalité, comme je vous le disais, nous allons apporter sur Cancan un agropôle. L'agropôle est constitué à peu près de 3 composantes physiques. Vous avez l'agroparc, où vous avez vous avez une concentration des industries. Il est prévu à peu près 1000 hectares pour 100 usines qui pourront venir s'installer. Et des agropôles, vous allez à un second niveau, des centres de transformation agricole. Ces centres de transformation agricole sont souvent le relais entre l'agroparc et les producteurs, qui permettent d'avoir en leur sein toutes les infrastructures de transition, comme on l'appelle, c'est-à-dire conditionnement, préparation, et jusqu'au transfert vers les industries qui sont dans l'agroparc. Maintenant, vous avez en dernière phase les zones de production. Donc l'appui aux producteurs viendra là renforcer leurs capacités pour permettre d'améliorer la production et la productivité à travers des investissements publics directs comme l'aménagement des terres, comme les barrages, pour permettre justement d'avoir un cercle vertueux pour pouvoir embrasser toute la chaîne de valeur agricole. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Madame Diana Kouyaté, bonjour, rebonjour. Bienvenue à ce panel sur l'agriculture, qui a pour thème l'agriculture, un levier de développement économique pour la Haute-Guinée. Donc je vais vous faire un récapitulatif rapide également pour le public. Donc nous avons monsieur Mamadi Djoubaté, inspecteur général de l'industrie, inspecteur de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, qui nous a exposé les ressources qui sont actuellement à la disposition des entrepreneurs, et plus spécifiquement des agro-entrepreneurs, sur l'ensemble du territoire national. Nous avons madame Fatou Sissoko, jeune entrepreneur, qui nous a exposé l'historique de sa société, mais également les défis auxquels elle fait face, notamment des défis
au niveau de la formation, au niveau de l'accès aussi à l'information. Et il se trouve que les solutions que M. Djoubate a proposées viennent directement répondre à ces besoins. M. Gassama, le directeur général donc, de la Haute Autorité des zones économiques spéciales, nous a parlé des conditions nécessaires afin qu'un agropole de transformation puisse voir le jour à Cancan. Maintenant, dans votre cas spécifiquement, vous qui êtes directrice générale de l'Agence de promotion des investissements privés, et nous allons conclure sur cela avant les mots de la fin et les questions, pourriez-vous nous dire spécifiquement pour le cas de la région de Cancan, quelles sont les ressources disponibles aux entrepreneurs, plus spécifiquement aux agro-entrepreneurs, au niveau de l'APIP, quelles sont les ressources disponibles afin de pouvoir développer leurs activités? Alors, merci Monsieur Sacco. Je vous prie d'excuser mon retard à ce panel. Alors, au niveau des activités de l'APIP, donc je vais enchaîner directement. En fait, les activités de l'APIP se concentrent autour de deux axes. Le premier axe, c'est la promotion des investissements. Donc, en fait, pour ce qui est de la promotion, nous collaborons avec les différents ministères dans le cadre de la mise en place, l'élaboration en tout cas des réformes pour pouvoir justement améliorer le climat et ainsi faciliter en fait les investissements privés au niveau de notre pays. Parce que quand on parle d'investissement privé, on a besoin en fait de ressources des investisseurs qui viennent, des investissements directs étrangers. Donc on fait la promotion de notre pays dans ce cadre-là. Deuxième point, on assiste aussi à des forats et aussi à des rendez-vous d'affaires pour faire la promotion, expliquer en fait, communiquer et informer aux potentiels investisseurs qu'est-ce qu'ils peuvent trouver en Guinée et comment faciliter leur investissement. On leur explique, on leur donne en tout cas des informations sur le code des investissements qui est au niveau de l'APIP dans le cadre en fait de tout ce qui est avantages fiscaux et douaniers. Donc on donne toutes ces informations-là. Au niveau du second axe, en fait, pour l'agence de promotion, donc l'APIP, c'est de renforcer le tissu entrepreneurial. Donc ça va dans le sens de votre question, car en fait, on est conscient au sein de l'agence que l'entrepreneuriat est le moteur aujourd'hui de l'économie. Donc le Premier ministre, M. Ibrahima Kassory, a abordé ce sujet. Mais au-delà de ça, en fait, on est conscient, et je pense que ça a été dit pendant les discours, des différents défis auxquels sont confrontés aujourd'hui nos entrepreneurs. Ces défis sont l'accès au financement, l'accès au marché, mais au-delà de ça, le besoin aussi de renforcement de capacités. Et dans ce cadre-là, je pense que vous êtes consciente aussi de vous vivez ces mêmes défis, même si je n'étais pas là avant. Dans ce cadre-là, l'APIP, en fait, via son département accompagnement aux entreprises, propose en fait un accompagnement personnalisé aux entreprises. Et comme je l'ai dit dans mon discours tout à l'heure, il y a près de 400 entreprises qui ont été accompagnées en 2019. Pour la seule région de Cancan, il y a eu des formations au niveau de Cancan, donc il y a eu un accompagnement adapté dans le cadre du secteur agricole. En plus de l'accompagnement, je suis allée un peu vite, il y a la formalisation, parce qu'on n'accompagne que les entreprises qui sont formalisées. Et pour se formaliser, il faut créer son entreprise, soit à Conakry, au niveau du siège de l'APIP, soit au niveau des antennes régionales. Dans chaque région naturelle, aujourd'hui, nous avons plusieurs antennes régionales, une ou plusieurs. Donc, par exemple, on a des antennes régionales à Bokeh, à Kindia, à Cancan. Et comme je l'ai dit, donc, en début de semaine, lundi, celle de Farana a été inaugurée. Donc pour la Haute-Guinée, il y en a 2. En plus de ça, il y a des antennes à Labé, mais aussi à Zérékoré. Donc tout ça, en fait, permet d'être accompagné une fois qu'on est formalisé. Pour l'année 2019, il y a 10 500 entreprises qui ont été créées, dont près de 600 ont été créées sur Cancan, via l'antenne régionale de Cancan. Donc, en premier point, il y a la formalisation. Deuxième point, il y a l'accompagnement. Donc, tout ce qui est montage de plans d'affaires et de mise à niveau des compétences au sein des entreprises.
On a aussi des initiatives pour favoriser le financement. Le financement, par exemple, en début décembre, il y a la maison de la PME qui a été inaugurée, en partenariat en fait APIP, Société Générale, pour justement favoriser l'accès au financement. Mais le rôle de la maison de la PME, donc, c'est financer des projets, mais au-delà de ça, c'est aussi l'accompagnement. Cet accompagnement passe par des permanences de professionnels, des juristes, des fiscalistes. Mais en plus de ça, il y a des formations mensuelles sur des sujets précis au niveau de la maison de la PME. En plus de la maison de la PME, on a un département entrepreneuriat rural qui identifie depuis l'année dernière les groupements et filières agricoles. Donc la région de la Haute-Guinée fait partie de ce travail, en tout cas les équipes qui s'occupent de cette identification. Et il y a eu un partenariat avec la Banque islamique de Guinée qui a été signé en 2019 pour financer les groupements. Parce qu'aujourd'hui, la problématique d'un agriculteur, c'est que, en fait, au lieu de financer un individu avec les coûts qui restent très élevés, on réunit les producteurs, en tout cas, en groupement, et dans ce cadre-là, on amortit en tout cas le financement. Donc c'est le travail qu'on est en train de faire avec la Banque islamique de Guinée. En plus de ça, moi j'insiste vraiment sur le développement de chaînes de valeur. Parce que les chaînes de valeur permettent en fait de produire localement. Parce qu'aujourd'hui, on produit, mais on exporte les produits sans les transformer. Les chaînes de valeur permettent la transformation. Monsieur le Premier ministre l'a mentionné. On a besoin en fait de mettre en fait des infrastructures en place pour le stockage, mais aussi pour la transformation. Et tout ça, en fait, crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Et au-delà de ça, en fait, on a des produits made in Guinée qui sont exportés et qui favorisent en fait le développement économique de notre pays. Voilà, je pense que j'ai brossé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kouyaté. Donc, très cher public, comme vous le voyez, il existe des ressources. Il y a certes des défis quotidiens que Madame Sissoko elle nous en a exposé quelques-uns. Il y a des défis aussi en termes de structuration de projets beaucoup plus importants. Le directeur général, M. Gassama, nous a parlé notamment du projet de ces zones économiques. Mais il y a également des solutions. Et les représentants des agences gouvernementales et du gouvernement, du ministère, nous les ont présentées, M. Djoubaté et Mme Kouyaté. Il existe des solutions. Certes, il y a des défis de communication, l'accès à l'information, la diffusion de l'information, mais les ressources sont disponibles, la volonté est présente. Donc, nous vous invitons dès aujourd'hui à aller vers la PIP, vers les agences régionales de la PIP, à aller vers les organes qui ont été cités par M. Djoubaté, à vous informer, à avoir une démarche proactive, en attendant que l'information vienne à vous à travers d'autres canaux que ceux comme celui-ci. C'est un exercice de communication. Vous avez eu de l'information aujourd'hui. Transformez-la en résultats concrets qui vous permettront de développer vos activités. Donc, je tiens à préciser que nous avons pris du retard dans l'agenda. Alors, nous allons prendre uniquement que 2 questions. Suite à ces 2 questions, nous allons enchaîner sur le second panel, puis nous allons enchaîner sur la présentation du directeur général de la bourse de sous-traitance, afin de terminer, nous devions terminer à 13h15, nous allons terminer à 13h30. Nous allons prendre la pause à 13h30, afin d'essayer de rattraper du mieux que possible le retard. Donc je sais qu'il y a sans doute beaucoup de questions, je vous prie de nous excuser pour cela. Nous allons prendre uniquement 2 questions dans le cadre de ce panel. Y a-t-il des questions? D'accord. Le micro, où est le micro volant, s'il vous plaît? Le micro volant. 2 questions. Monsieur, s'il vous plaît, il faut que ce soit des questions, pas des commentaires trop longs, des questions précises, s'il vous plaît. Une question précise. Sinon, je serai obligé de vous interrompre. S'il vous plaît. Allô? Allumez le micro, s'il vous plaît. Oui, je pose une question et je fais un petit commentaire. Un petit, mais très succinct, oui. Sinon je vais vous interrompre, vu qu'on est Je vais faire vite. Je m'appelle Moussa Kamara. Vous devez vous présenter, s'il vous plaît. D'accord. Je m'appelle Moussa Kamara, je suis le responsable marketing et communication de la Banque islamique de Guinée. Un commentaire ou une contribution, Madame Sissoko, je vais mettre en rapport avec notre chef d'agence de Kindia. On est dans l'ananas déjà, on finance la Fédération des planteurs agriculteurs, la FEPAF.
Donc voilà. Et voilà, l'entrepreneuriat, c'est de l'autodidactie. Hein. Donc ne soyez pas étonnés. Mais ma question, c'est plus à M. Djoubaté, je pense. M. Djoubaté, oui. Moi, je suis un peu perplexe quand M. Djoubaté me dit que les chefs, ne le prenez pas personnel, mais que les entrepreneurs ne savent pas faire un prévisionnel financier. Moi, la question que je veux poser, je veux savoir, tous les millions qui sont dans les banques. Le micro, s'il vous plaît. Tous les millions de dollars qui sont dans les banques. Est-ce que vous, d'une manière ou d'une autre, comme la PIP ou la GIP le font à travers ces salons, est-ce que vous avez mis en place quelque chose pour aller vers ces entrepreneurs? Parce qu'il faudrait quand même tenir compte du changement de paradigme. On est en 2020. Maintenant, les institutions comme la PIP ou la GIP vont vers les gens. Ce n'est pas les gens qui vont vers eux. C'est l'inverse. Donc, moi, je suis un peu perplexe quand vous dites qu'il y a plusieurs millions de dollars dans les banques et que les gens ne savent pas. Merci beaucoup. Donc, la question est, qu'est-ce qu'ils font? Quelle est la démarche proactive qu'ils ont? Merci. Merci beaucoup. Je vais, afin d'être équitable et équilibré, je vais passer de l'autre côté. Y a-t-il une question? Voilà. S'il vous plaît, la deuxième et dernière question. Monsieur, s'il vous plaît, il faut que ce soit une question précise. Merci. Ma question, c'est... S'il vous plaît, vous présentez votre nom, votre fonction. Je m'appelle Kanda Doumbia. Je réside à Kouroussa. Je suis entrepreneur. J'ai une entreprise de fabrication de sachets d'eau. D'accord. Donc, ma question, c'est par rapport à l'un des passages de M. Djoubaté. Comme il a dit qu'il y a des fonds qui sont disponibles pour les entreprises. Mais il dit pour la première fois, il faut que les entreprises soient répertoriées au niveau du ministère. Donc, on ne sait pas maintenant s'ils ont des représentants ici ou quelles sont les procédures pour que les entreprises soient répertoriées au niveau du ministère. D'accord, merci. Donc, si je comprends bien, vous aimeriez qu'il répète quelles sont les ressources disponibles au niveau local. Décidément, M. Djoubaté, vous êtes très populaire aujourd'hui. Oui, je m'excuse, je suis conscient qu'il y a beaucoup de questions. Nous devrons nous arrêter à 2 questions. Je suis vraiment désolé. Non, c'est 2 questions, je suis très désolé. Vous pouvez ensuite directement rentrer en relation avec eux. Monsieur Djoubaté, alors comme il le disait, de 1, qu'est-ce qui est fait? Vous pouvez tous répondre de manière proactive envers les entrepreneurs. Et deuxièmement, pourriez-vous nous répéter quelles sont les ressources disponibles dans la région de Kankan? Ok. Merci, M. Sako. Et comme on est pris par le temps, je suis là encore pour cette soirée. Demain à 7h, je vais quitter. Les petits détails, et je suis quand même libre de vous recevoir à mon hôtel pour certaines questions qui n'ont pas été posées ici. Je commencerai par M. Camara. Je remercie M. Camara. Votre question, elle est pertinente. Elle est pertinente. C'est-à-dire qu'il faut accepter la réalité dans ce pays pour que ce petit pays qui a tant souffert essaie de sortir de l'ornière. Donc, je vous dis, à travers le projet actuel que je viens de définir, PRECOP, projet pour le renforcement de la compétitivité des entreprises, nous sommes en train de recruter la coordination du projet. Et comme je viens de vous le dire, que je suis le président même de cette commission, j'ai déjà recruté le coordonnateur, le RAF, personne responsable financier, il reste suivi et évaluation et ainsi de suite. Et une fois que l'unité de gestion est sur place, je vous promets, comme je dis bien à l'instar de la PIP et les autres organes, nous aussi nous viendrons vers vous. C'est bon? Merci. Donc je reviens à monsieur. Oui, les ressources disponibles. Voilà, pour vous donner toutes les informations requises, ok? Les ressources disponibles. Il a demandé... Son nom c'est? Voilà. Non, il a demandé les services compétents à la base pour qu'ils soient répertoriés et pour qu'ils soient informés. J'avais dit dans le débat, au niveau de l'industrie, il y a les services centraux, il y a les services déconcentrés. En l'occurrence, l'inspection régionale de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Ce monsieur, il est là, c'est monsieur Lansine Traoré. Vous pouvez prendre son contact pour toutes les informations que vous voulez
obtenir à partir du ministère. Je vous informe que je viens d'inviter tous ces inspecteurs régionaux pour une concertation et des séances de travail technique avec toutes les directions nationales du ministère pour essayer d'abord de définir le cadre organique de toutes les préfectures relevant de son service, meubler ces services, les doter des moyens requis et engager effectivement le bon fonctionnement de ces services. Donc ça va vous permettre de ne plus aller à Conakry pour chercher des informations, mais de vous informer à partir d'un vivier d'informations à la base. Ça sera fait cette année, Inch'Allah. Je vous remercie. Alors, merci beaucoup, M. Gassama, M. le directeur général, Mme Sissoko, Mme Kouyaté, M. Djubaté. Merci encore de vous être prêté à cet exercice. Merci. Si vous permettez, oui, pour une question très importante que vous avez un peu de bypassé à cause de temps, elle a parlé de certification de la qualité. Je vous demande, madame, je suis venu avec le conseil chargé de qualité et de l'innovation, et heureusement qu'il y ait un ancien de l'Institut guinéen de la normalisation et de la météorologie. Les certifications, c'est chez nous. Les stations d'essence qui ne vous livrent pas même correctement l'essence, c'est nous qui devons les contrôler. Les poids et mesures, c'est nous. Les pompes bascules, c'est nous. Donc vous passez avec le temps qui nous manque, voir le conseiller pour certains détails. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci encore. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de rester à vos places. Nous allons... Merci. Je vais demander au public de rester à vos places. Nous allons maintenant enchaîner sur le deuxième panel. Alors, j'invite... Merci. J'invite M. Aboubakar Kamara, rédacteur en chef à la radio-télévision guinéenne, à venir me remplacer afin de modérer ce deuxième panel. Je vais demander aux techniciens du son de s'arranger à ce que le modérateur ait un micro ici, s'il vous plaît. Est-ce que M. Kamara ait un micro?